je suis professeur de sociologie à l'Université de Sorbonne Paris-Nord. Je suis directeur aussi du département Policy de l'Institut Convergence Migration. Et j'ai commencé par faire une thèse en anthropologie sociale où j'ai travaillé sur l'immigration turque en Allemagne, notamment sur la création de commerces, d'entreprises par des Turcs et des deuxième génération, troisième génération d'immigrés turcs à Berlin. Et ensuite, après cette thèse, après cette première recherche, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à l'UNESCO à Paris. Et donc, ça m'a plongé dans la question des organisations internationales et de la manière dont les agences de l'ONU abordent la question d'immigration. Il y a de plus en plus de travaux sur la question du rôle des organisations internationales dans les politiques migratoires. Alors, dans certains domaines, c'est assez ancien. Par exemple, il est impossible aujourd'hui de comprendre les politiques de l'asile au niveau mondial si on ne comprend pas le rôle du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, de la manière dont il fixe des normes sur comment admettre les réfugiés, comment les protéger, comment s'occuper de leur accès à l'éducation, à la santé, etc. Aussi la manière dont l'HCR travaille directement avec certains États ou dans certains cas gère directement la présence des réfugiés, comme par exemple en Turquie, où beaucoup de réfugiés syriens sont pris en charge non pas par le gouvernement turc, mais par le Haut Commissariat aux réfugiés, qui travaille donc avec le gouvernement turc sur cette question-là. Mais dans le domaine des migrations, c'est plus embryonnaire, parce qu'en général, on considère que les migrations relèvent donc de décisions souveraines prises par les États. Il y a beaucoup moins de normes, il n'y a pas véritablement de régime de politique migratoire. Certains États estiment qu'il faut privilégier la migration temporaire de travail, d'autres qu'il faut privilégier une migration permanente d'installation. Donc il n'y a pas vraiment de consensus entre États sur quel type de politique migratoire mener. Et donc bien évidemment, ça rend très difficile le travail d'une agence internationale qui, d'une certaine manière, a besoin d'un minimum de consensus entre États pour travailler. Et donc il est intéressant d'étudier comment ces agences néanmoins sont utiles, parce qu'une bonne partie des politiques migratoires, même si les États disent c'est nous qui gouvernons l'immigration, dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, les gouvernements travaillent ensemble pour gouverner l'immigration. Toute la question, par exemple, de l'externalisation est une politique interétatique où, au minimum, deux États se mettent d'accord pour travailler. Et donc, dans ce jeu-là, entre États, bien évidemment, il y a une place pour des intermédiaires comme l'Organisation internationale pour les migrations, par exemple, qui jouent un rôle important dans la création d'un agenda relativement partagé entre États. On peut citer des exemples très concrets. L'OIM, donc, a très largement contribué à populariser le concept de retour volontaire. C'est quelque chose qui aujourd'hui se pratique dans un très grand nombre d'États occidentaux et qui, d'une certaine manière, est à la fois aligné sur les besoins sécuritaire des pays du Nord qui souhaitent éloigner des migrants jugés indésirables, mais c'est aussi en théorie aligné sur les besoins des pays du Sud qui voient la dignité ou les droits de leurs migrants davantage respectés que dans le cas d'expulsions brutales, violentes, et qui en plus, dans certains cas, les retours volontaires sont censés s'accompagner d'un effort de développement pour permettre aux migrants qui rentrent d'avoir une formation, d'ouvrir une entreprise, etc. Donc on voit bien à quel point les politiques migratoires dans ce genre de situation se font entre États, et pour qu'elles se fassent entre États, il faut d'une certaine manière qu'il y ait un cadre politique qui émerge, qui d'une certaine manière fusionne les intérêts pourtant très très divergents des pays du Nord et des pays du Sud, pour sursimplifier. Mais néanmoins, tout ce travail de go-between, d'intermédiaire, est largement fait aujourd'hui par des agences comme l'Organisation internationale pour les migrations, qui n'est certes pas la seule, mais qui est de loin une des plus importantes. Alors, effectivement, les organisations internationales ont souvent eu un rôle normatif, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'elles posent des principes. Dans le cas du HCR, par exemple, il y a le principe du droit d'asile, de la Convention de Genève, que tout le monde connaît, et elles sont d'une certaine manière les gardiennes de ces principes-là, ce qui, dans certains cas, peut les amener à critiquer les États. Le HCR, par exemple, il lui arrive régulièrement d'émettre des commentaires négatifs sur telle ou telle politique choisie par tel ou tel État, en arguant que c'est une politique qui va à l'encontre du droit des réfugiés, à l'encontre de la protection auquel les réfugiés devraient avoir droit sous l'égide de la Convention de Genève. Et donc, d'une certaine manière, les organisations internationales peuvent, si on est optimiste, jouer un rôle de vigie, d'une certaine manière, pour protéger les réfugiés, mais dans une moindre mesure les migrants. Mais d'autres, à l'inverse, arguent que les organisations internationales sont d'une certaine manière captives des États membres les plus riches et les plus puissants, puisque leur financement provient essentiellement de ces États-là, et que donc même si, en apparence, il peuvent leur arriver de critiquer les États, en réalité, la nature véritable de leurs activités est alignée sur les besoins de contrôle, de sécurité, de surveillance des frontières des pays du Nord. Donc oui, quand on travaille sur les politiques migratoires, comme c'est le cas évidemment du département Policy de l'Institut Convergence Migration, forcément on est extrêmement influencé par ce qui se passe
dans le monde en termes de dynamique migratoire et de réponse politique des États. Et durant ces dernières années, il y a au moins 3 événements majeurs, d'une certaine manière, qui ont affecté ou bouleversé les dynamiques migratoires et qui ont donc fait réfléchir les chercheurs qui travaillent sur les questions de politique dans ce domaine. Le premier, bien évidemment, c'est ce qu'on a appelé la crise des migrants ou des réfugiés, notamment dans la région euro-méditerranéenne, avec une actualité qui aujourd'hui est devenue totalement ordinaire, mais cette actualité des naufrages, des décès, qui a jusqu'à un certain stade saturé, à une certaine époque, il y a une dizaine d'années, les médias du monde entier, et qui a conduit énormément de chercheurs à réfléchir sur ce qui était en train de se passer. On peut mentionner notamment tous les travaux sur les îles. Les îles sont devenues des hauts lieux de l'immigration. Historiquement, si on se place dans une perspective d'une trentaine, quarantaine d'années, les gens qui travaillent sur les immigrés travaillent davantage en ville. C'est là où les immigrés allaient en ville, vivaient en ville, travaillaient en ville, et donc il y avait des quartiers, par exemple, immigrés dans les villes. Mais depuis 10-15 ans, les îles, comme Lesbos, comme Lampedusa, sont devenues des hauts lieux des politiques migratoires. C'était des espaces totalement périphériques à l'origine, mais qui sont devenus totalement centraux à la fois dans les dynamiques migratoires et donc aujourd'hui dans les recherches sur le sujet. Donc évidemment, ce contexte de crise a beaucoup, de cette manière, façonné les travaux sur les politiques migratoires. Toute cette question de la crise a aussi soulevé la question de ce qu'on a appelé l'accueil, ou la culture de l'accueil, ou le déficit de culture de l'accueil en Europe, notamment avec toutes les questions, par exemple, d'accès au logement, de situations de camps, de temporaires, les tentes dans la ville, comme chacun peut les observer quand on habite dans les grandes villes européennes. Et donc ça a introduit beaucoup de questions, notamment sur la question des solidarités, la manière dont des citoyens ont accueilli ou pas certains réfugiés, la manière dont les habitants des villes européennes cohabitent avec des migrants qui parfois, pendant plusieurs années, habitent littéralement dans leurs rues, dans des tentes, dans d'autres hébergements de fortune. Ça a aussi mis sur le devant de la scène des acteurs qui ne sont pas forcément centraux dans l'élaboration des politiques migratoires, mais on peut notamment penser aux villes, les municipalités, jouent un rôle clé dans ces situations-là, même si formellement, évidemment, ce ne sont pas elles qui définissent les politiques migratoires, ça relève des États, mais bien évidemment, elles sont en première loge quand il s'agit, par exemple, de traiter des sujets comme les migrants sans-abri ou les réfugiés sans-abri. Et donc, de ce point de vue-là, les politiques des villes, la manière dont elles peuvent, par exemple, assurer la gestion d'habitats de fortune, de camps, l'accès à des soins, l'accès à l'éducation, sont des questions absolument fondamentales, et les chercheurs ont beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler des politiques urbaines d'immigration, même si formellement, évidemment, le terme n'est pas tout à fait correct, puisqu'une politique d'immigration reste, jusqu'à preuve du contraire, une politique nationale étatique. Donc un deuxième événement qui évidemment a bouleversé les politiques migratoires, ça a été la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, puisque tout à coup, comme on l'a beaucoup dit, on a eu des flux de réfugiés très importants en Europe. C'était la première fois depuis les années 90, depuis la guerre dans les Balkans, qu'on avait des réfugiés venus d'Europe qui arrivaient en Europe. Et ça a évidemment suscité un très grand nombre de travaux. C'est intéressant de voir aussi que ça a beaucoup, d'une certaine manière, rebattu les cartes. Sur le temps long, d'une certaine manière, l'Europe de l'Est n'était pas une région d'immigration. L'Europe de l'Est était un peu à la périphérie. C'était des régions anciennement communistes ou qui n'avaient pas l'expérience des migrations. Mais tout à coup, sur la question des réfugiés ukrainiens, un pays comme la Pologne est absolument central. C'est devenu de loin un des principaux pays de réception des réfugiés en Europe du fait de la guerre en Ukraine. Et donc, évidemment, les recherches sur ce pays, les recherches venues de ce pays, les centres de recherche, les universités dans ce pays-là sont devenus assez à la pointe de la recherche sur le sujet et a posé évidemment énormément de questions sur la manière dont l'Europe, en tant qu'entité politique, l'Union européenne, a réagi à cette crise-là de manière assez innovante en utilisant des outils législatifs, réglementaires assez nouveaux et qui donc ont permis effectivement d'accueillir, disons, un nombre élevé de réfugiés ukrainiens. Là aussi, évidemment, c'est un changement majeur auquel on ne peut pas rester insensible quand on essaie de comprendre l'évolution des politiques migratoires. Il y a bien sûr eu un autre événement majeur dans les politiques migratoires ces dernières années, ça a été la pandémie de Covid-19, qui, comme chacun sait, a gelé la circulation des personnes pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, qui a empêché évidemment
pratiquement une bonne partie de la population mondiale de circuler, et qui a eu des impacts assez fondamentaux sur les flux migratoires, même si à bien des égards, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un retour à la normale. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui se sont produites, notamment par exemple, tout ce qui relève du télétravail a permis à certains individus de s'autonomiser d'une certaine manière de leur lieu de dissocier leur lieu de vie de leur lieu de travail, ce qu'on a appelé par exemple les digital nomads en anglais, c'est-à-dire des personnes qui s'installent un petit peu n'importe où puisqu'elles travaillent depuis chez elles, et ça a donné une forme un peu balbutiante encore certes, mais néanmoins une forme de politique migratoire pour des gens qui sont ni tout à fait des travailleurs immigrés, ni tout à fait des migrants, puisqu'ils s'installent à quelque part, mais sans forcément travailler dans le pays où ils s'installent. Donc sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan du rapport au travail, ça a suscité un certain nombre de questions nouvelles assez intéressantes, directement liées à la pandémie. Une des conséquences aussi de ce contexte de crise des migrants et des réfugiés a été l'augmentation du nombre de travaux et le nombre de personnes qui s'intéressent aux migrants et réfugiés, pas seulement parmi les chercheurs, mais aussi parmi beaucoup d'autres catégories d'experts, de think tanks, etc., qui évidemment, en très grand nombre, se sont rendus notamment dans les pays concernés, comme la Grèce, comme l'Italie, comme les îles grecques ou les îles italiennes, pour travailler sur cette question-là. Et ça a soulevé pas mal de questions méthodologiques, mais aussi de réflexivité, d'éthique ou d'épistémologie, puisque ce qu'on a pu observer dans certains cas, c'est qu'il y avait presque trop de chercheurs dans des espaces assez limités. Ces îles sont petites, relativement peu peuplées, il y a déjà beaucoup de migrants qui arrivent, et si vous ajoutez à cela des dizaines, voire des centaines de chercheurs de toute nature, d'ONG, d'universitaires, d'experts, qui viennent, de journalistes qui viennent interroger les migrants, très vite ça devient invivable. Donc d'une certaine manière, il y a eu une ébauche de réflexion sur comment est-ce que les chercheurs, d'une certaine manière, se positionnent par rapport à cette réalité-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière une forme d'opportunisme de la part des chercheurs de se dépêcher d'aller là où ça se passe pour ensuite extraire des informations et ensuite pour avoir des papiers qu'on peut publier, faire carrière, etc. Ça a donné une mauvaise conscience à certains chercheurs qui se sont un peu reprochés une espèce de vision un peu extractiviste, comme on dit parfois, de la recherche, c'est-à-dire qu'on va interviewer des migrants en situation un peu désespérée pour le plus vite possible produire des travaux sur une réalité mouvante avec des financements qui arrivent assez rapidement puisqu'il se passe quelque chose, c'est une situation de crise, chacun veut avoir de cette manière quelque chose à dire sur ce sujet-là. Et donc ça a posé pas mal de questions un petit peu éthiques sur le plan de l'éthique de la recherche, aussi sur comment jusqu'à un certain stade les chercheurs peuvent rendre ce qu'ils ont pris d'une certaine manière des migrants et des réfugiés, par exemple en travaillant avec la société civile. Ce travail avec la société civile est aussi souvent une nécessité pour avoir accès au terrain. Dans des terrains saturés, c'est très difficile d'avoir accès à des migrants et des réfugiés qui souvent sont logés dans des centres à part, dans des hotspots par exemple, et donc sont très difficiles d'accès. Et donc cette question-là, effectivement, a été assez importante. Et par ailleurs, peut-être de façon encore plus fondamentale, il y a un rapport compliqué des chercheurs sur la migration vis-à-vis de leur objet, puisque d'une certaine manière, plus on parle des migrations, plus on peut d'une certaine manière indirectement laisser penser que les migrations sont un problème. C'est assez logique. Si on parle beaucoup de ce qui se passe, par exemple en Europe du Sud, c'est que c'est une situation problématique. Mais d'une certaine manière, l'inflation de recherche universitaire peut d'une certaine manière contribuer à une inflation de discours sur les migrations, qui, même si ce sont des discours bienveillants et pas forcément hostiles à l'immigration, néanmoins peut contribuer à positionner le sujet comme un sujet problématique dont il faut se préoccuper. Alors que si vous interrogez beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts sur le sujet, ils vous rappelleront qu'il y a beaucoup de migrants qui vivent et travaillent sans aucun problème en Europe depuis des décennies. Ça ne pose strictement aucune difficulté. Et donc une bonne partie des crispations dans l'opinion publique, dans les médias, dans le monde politique, se concentre sur une poignée de migrants qui, sur le plan quantitatif, sur le plan numérique, représentent véritablement une toute petite proportion des personnes étrangères qui vivent en Europe. Et donc évidemment, le fait de braquer les projecteurs sur cette population-là peut aussi alimenter l'idée que tous les migrants sont des réfugiés qui débarquent à Lampedusa, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Mais forcément, la recherche n'étant pas une recherche entièrement autonome, on est parfois aiguillé par des financements européens par exemple, qui très largement sont inspirés par l'actualité. Donc forcément, on se retrouve à être nombreux à travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément les plus importants, en tout cas sur le plan numérique, en termes du nombre de personnes, de migrants, de réfugiés concernés. De façon plus générale aussi, on peut observer que tous les travaux sur les migrants et les réfugiés en Europe occultent largement le fait que 80% des réfugiés vivent dans les pays du Sud. Et donc là aussi, on donne le sentiment que ce qui importe vraiment, ce sont les réfugiés en Europe,
alors que dans le cas syrien, par exemple, ce qui importe vraiment, ce sont les réfugiés syriens en Irak, en Jordanie, au Liban, en Turquie ou dans d'autres pays limitrophes. Donc il y a une vraie réflexion qui s'est mise en place parmi les chercheurs sur comment, d'une certaine manière, la recherche sur l'immigration, même si elle est pleine de bonnes intentions, peut parfois avoir une dimension contre-productive sur le débat public. Alors l'Institut Convergence Migration a permis quelque chose d'assez utile, c'est-à-dire qu'en fait la thématique des migrations est une thématique assez éclatée, c'est normal. Par exemple, si vous travaillez sur l'économie du travail, vous aurez un volet de l'économie du travail qui se préoccupe du travail des étrangers. Si vous travaillez sur la question du genre, vous aurez un volet des recherches sur le genre qui travailleront spécifiquement sur les populations migrantes ou les populations réfugiées. On pourrait multiplier les exemples. Donc par définition, la thématique migration, elle est totalement dispersée aux quatre coins des sciences sociales, et c'est pour cette raison que les chercheurs sur le sujet sont aussi dispersés dans différentes institutions aux quatre coins de la France, et ils ne sont pas forcément dans des laboratoires qui travaillent sur l'immigration. C'est même plutôt l'inverse. En général, ils sont dans des laboratoires qui travaillent sur la ville, sur le travail, sur le genre, et eux travaillent sur ville et migration, genre et migration, travail et migration, et ainsi de suite. Donc il faut à la fois, d'une certaine manière, gérer le caractère totalement, pourrait-on dire, décentralisé de la recherche sur l'immigration, tout en permettant parfois de centraliser cette thématique-là, et c'est précisément ce que l'ICM est parvenu à faire. Donc il faut à la fois gérer cette dimension décentralisée, permettre aux gens de se réunir malgré le fait qu'ils aient leur dispersion, mais sans pour autant annuler cette dispersion, puisque cette dispersion-là fait aussi la richesse des thématiques migratoires. À ça s'ajoute le fait que l'actualité des migrations est quelque chose qui a attiré vers le sujet des gens qui a priori n'y travaillaient pas forcément. Et donc on a des néophytes, entre guillemets, des gens qui par exemple peuvent pratiquer les sciences sociales depuis plusieurs décennies, sur des questions par exemple de gouvernance urbaine, et qui tout à coup vont découvrir, entre guillemets, l'importance du volet migration ou réfugiés de leur thématique de recherche. Et donc ce sont des gens qui arrivent d'autres horizons, et l'Institut Convergence Migration a permis jusqu'à un certain stade à ces gens-là de trouver un cadre dans lequel ils ont pu débattre de ces questions-là, mais encore une fois sans forcément devenir des spécialistes à part entière d'immigration, ce que personne ne leur demandait de devenir, mais il était utile d'avoir des passerelles qui pouvaient se créer entre des gens qui travaillent sur des choses très différentes, mais qui ont pour point commun, parfois minoritaires dans leurs travaux, la question des migrants, des réfugiés. Donc je pense que l'Institut Convergence Migration, ou quelle que soit la structure qui sera amenée à lui succéder, doit parvenir précisément à la fois permettre à la recherche sur l'immigration de se faire dans des contextes très différents. Il n'y a pas beaucoup de points communs, des gens qui travaillent par exemple sur migration et santé et d'autres travaillent sur ville et migration, il n'y a pas forcément beaucoup de points communs, mais il y a quelques petits points communs qu'il faut pouvoir cultiver, et donc il faut un réseau qui soit suffisamment souple pour permettre aux gens de se mettre ensemble à la carte, d'une certaine manière, quand ça les intéresse, pour des projets spécifiques qui peuvent les intéresser, sans pour autant devenir une structure trop rigide qui, d'une certaine manière, embrigaderait les individus ou les chercheurs dans un seul moule, qui serait celui des recherches sur l'immigration, puisque d'une certaine manière, il n'y a rien de plus, d'une certaine manière, il n'y a rien de moins fécond d'une certaine manière que de mettre ensemble tous les gens qui travaillent sur le sujet, parce qu'au bout d'un moment, vont parler que de la même chose et ne vont plus d'une certaine manière avoir la circulation des idées, l'aération nécessaire, pourrait-on dire, pour travailler de façon intéressante sur le sujet. Donc il faut une structure à la carte qui serve de passerelle aux chercheurs, mais sans se substituer aux écosystèmes dans lesquels ces différents chercheurs mènent leurs travaux dans leurs labos de recherche de leurs universités respectives. Par ailleurs, l'Institut Convergence Migration a aussi permis de satisfaire une demande. On constate quand même que, par exemple, au sein de la société civile, il y a un vrai besoin de dialoguer sur ces questions de migration. Beaucoup d'associations sont naturellement confrontées dans leurs activités quasi quotidiennes à des enjeux migratoires. On observe aussi, me semble-t-il, à l'université une demande de la part des étudiants, y compris dans des formations qui n'ont rien à voir avec l'immigration, par exemple les étudiants qui étudient les politiques publiques, mais un volet important, c'est les politiques publiques dans le domaine des migrations. Pareil, il y a des étudiants qui font des études de santé, qui se retrouvent à travailler sur les migrations. Donc il y a une vraie demande qui vient aussi de la part des étudiants qui évidemment sont influencés par le monde dans lequel ils ont grandi et qui constatent qu'en effet ces questions-là sont extrêmement importantes et qu'elles risquent de caractériser une partie non négligeable de leur activité professionnelle à venir. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il est nécessaire non seulement de donner des formations pointues sur les migrations, ce qui est le cas avec le master migration qui a été initié par l'ICM, mais il est aussi évidemment essentiel de pouvoir former toutes sortes de gens dans toutes sortes d'autres formations sur des questions de migration, même si ce n'est pas le cœur de leur formation.